chef de l'État haïtien, Michel Martelly, accompagné de la première dame, a laissé le pays ce lundi en direction du Japon pour y effectuer une visite officielle dans le but de dynamiser les relations commerciales haïtiano-nippones. Il s'entretiendra au palais impérial avec l'empereur Akihito et l'impératrice Michiko le vendredi 7 décembre prochain et rencontrera également le premier ministre japonais Yoshihiko Noda ainsi que les responsables de l'agence de coopération japonaise. La délégation présidentielle veut intensifier les relations et la coopération bilatérale avec le Japon, notamment dans les secteurs de la production nationale ainsi que dans des échanges culturels et commerciaux. Le gouvernement espère obtenir une augmentation de l'appui budgétaire octroyé par le gouvernement nippon. Mais l'idée, c'est que, nous allons répondre à programme déjà établi. Deux, nous connaissons que nous sommes un peu plus moins penchés sur deux causes sérieuses. Une, c'est l'environnement de l'agriculture. Bien sûr, le Japon, c'est là que nous développons un premier bateau. Et 10 000 tonnes de à créer des réussissons à payer dans la zone. Nous voyons qui ça que nous avons fait à travers les coopérations, que nous agissons en profondeur sur deux dossiers, l'agriculture qui vient pour avec un certain contrôle sur la crise famine et puis bien sûr l'environnement. Ça c'est deux projets principaux précisément. Bien sûr, 5 ont toujours été là pour nous travailler sur l'eau et renforcement de la coopération pour quelques avancées. Donc, visite ça peut combien de jours? C'est pas trompé, on a parti aujourd'hui pour New York, demain on a quitté pour le Japon, pour on va au temps. Donc peut-être on va au Japon mercredi, et puis vendredi on a quitté le Japon. Et puis on va rencontrer la diaspora, principalement dimanche en Floride, une diaspora qui a réuni diaspora en Europe, diaspora en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, diaspora en général. Pour que nous puissions commencer, les gens que la diaspora même va le convertir en force pour Haïti, en force de développement, et pour mettre en confiance pour nous-mêmes, pour nous passer à toutes nos présentations, puis le ministre pour faire des présentations, pour nous renforcer la diaspora, pour nous rassurer pour que lui-même il a venir aider nous dans le développement, parce que la diaspora a aidé en pile dans le développement. Un dernier message pour la population dans notre cas. Le dernier message que le arrivé m'oblige de jeter, mais même amour, même respect. Voyage là encore dans le sens promesse que nous devons faire la population et c'est échanger vivre. Merci. Merci. Par ailleurs, le Premier ministre Laurent Lamotte, qui était au Mexique pour assister à la prestation de serment du président Nieto, a eu samedi dernier une réunion de travail avec le vice-président américain Joe Biden, ce qui a permis aux deux hommes de passer en revue les différents aspects de la coopération haïtiano-américaine. M. Lamotte s'est entretenu également avec la vice-présidente de la République dominicaine, Mme Margarita Cedeño de Fernández, et cette séance de travail a permis à Mme Fernández de partager ses expériences dans le cadre des programmes sociaux implémentés par le gouvernement dominicain. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Lucman Delille, annonce l'arrestation le week-end écoulé d'environ une quinzaine de bandits, parmi eux des évadés de prison. Cette opération a été menée par le parquet de Port-au-Prince, conjointement avec la police nationale dimanche dernier, dans la zone métropolitaine, plus précisément au niveau de la commune de Carrefour. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Lucman Delille, a signalé l'arrestation d'au moins 3 mineurs qui s'adonnaient à la débauche sexuelle dans la localité populaire de Mariani, communément appelée Caille-Gros-Maman. Il y a des gens qui ont fini, puisque le commissaire sénatus pas là, mais ce qui a fait commencer. Nous débarquons hier à Mariani, nous prenons 3 filles, 3 garçons qui ont bamboche sexuelle, etc. Mais il faut dire par un fois pour une responsabilité petite. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas regarder des jeunes gens qui sont venus payer pour nous laguer dans l'activité sexuelle bonheur comme ça. Parce que les gens par l'école, ils ne sont pas encadrés. Non seulement les gens ont payé ça peut-être pas, la société a payé, les parents eux-mêmes ont payé tout. Il faut comprendre, ça ne pas laguer les gens dans la rue comme ça. Et troisième gros coup de fil que je fais, c'est hier vers midi, là, tout près de l'Omayani, des présumés kidnappeurs, évadés de prison, repris de justice. Il y a environ de 17, il a planifié pour écraser la capitale là, je dis net. Pour y aller faire kidnapping, pour y aller à la banque, enlever les gens qui sont la banque, les marchands qui parlent en province. Comme si j'en ai planifié, il y a reparti en quantité Carrefour, en quantité Delma, en quantité dans le centre-ville. Mais des veines bouillot, nous jouons une information à temps
Et puis mon chien débarque pour tout. Monsieur criminel ça yo, gon ba nou vle di yo. Faut comprendre que yo pas qu'à continuer de défier l'autorité d'État. Un. Deuxièmement, ça pour comprendre la population en face, yo pas aucune chance pour réussir dans ça faire. Parce que l'homme font bagay, faut gen moun avant sous pour corps qui bon ka réussir. N'a dit monsieur yo, l'ende di bal la fini, nous pas de la blague. Nous très sérieux dans ça n'a dit là. Yo met en train dans votre maman yo, la prend yo parce que population fait une confiance de comme ça PNH là. Donc bagay ça faut le finir dans le pays d'Haïti. Nous ne pas qu'à continuer à déshériter, appauvrir la famille haïtienne. La troisième rencontre entre les commissionnaires de l'exécutif et ceux du Parlement sur la formation d'un conseil électoral devant organiser les prochaines élections a eu lieu ce dimanche au local du ministère de la Planification. Les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ont également pris part aux discussions. Au terme de cette rencontre, une brève déclaration a été faite à la presse par l'un des membres de l'organisation Religion pour la paix qui en assure la médiation. Evoni Auguste a indiqué que des avancées ont été constatées dans les discussions et annonce une sortie de crise prochaine. Nous remercier trois pouvoirs qui te mettaient disponibles pour rentrer dans le processus et de joindre une solution à la crise que le pays a traversée aujourd'hui. Nous voulons annoncer à toute population que, encore une fois, nous serons bonne voie pour nous joindre une résolution, une solution à un problème qui a traversé le pays. Nous dialoguer, nous essayer de joindre consensus et Religion pour la paix à continuer à faire médiation, accompagner trois pouvoirs dans le dénouement de la crise que y a cherché. Merci. Le directeur exécutif de ONU-SIDA, Michel Sidibé, se félicite des résultats obtenus par Haïti dans la lutte contre le sida. La baisse du taux de séroprévalence au HIV dans le pays ou encore la hausse du nombre de patients sous traitement sont des facteurs qu'il juge extrêmement encourageants. Les Nations Unies, il ne faut pas oublier, on a créé l'espace pour briser la conspiration du silence autour de cette maladie. On a travaillé pour faire émerger un mouvement social pour qu'on puisse donner la voix aux sans-voix et puis mobiliser les ressources financières en aidant à créer le Fonds mondial, le secrétaire général à l'époque. Et aujourd'hui, on peut dire que grâce au plaidoyer, on est passé de 200 millions d'investissements dans le sida il y a à peu près 12 ans à aujourd'hui 17 milliards de dollars chaque année et que l'on investit dans la lutte contre le sida au niveau mondial. Il y a quelques années de cela, personne n'aurait cru qu'on aurait pu mettre les personnes sous traitement, ni dans les Caraïbes, ni à Haïti. Le médicament coûtait 15 000 $ par personne par an. En Afrique, on n'avait même pas 50 000 personnes sur tout le continent, il y a 10 ans de cela, sous traitement. Aujourd'hui, on a plus de 8 millions de personnes sous traitement. Donc, pour moi, ça c'est vraiment la preuve qu'on est en train de gagner contre cette maladie-là. On nous disait que nos programmes de prévention n'allaient jamais marcher et qu'on n'allait jamais changer le comportement des gens. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une réduction de 50% des nouvelles infections dans plus de 25 pays, dont 13 pays africains. Et en Haïti, on voit une réduction de plus de 25%. Donc, on est en train de gagner contre cette maladie. Et moi, je suis persuadé qu'on a brisé complètement la trajectoire de l'épidémie et il faut nécessairement continuer à mobiliser les ressources. Il faut faire tout ce que l'on peut pour ne pas laisser tomber les pays et continuer à les appuyer dans cette dynamique positive. Célébration ce lundi de la Journée internationale des personnes handicapées. Le thème, retenu par le Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, qui a organisé tout un ensemble d'activités, est la loi sur l'intégration des personnes handicapées, un outil qui garantit l'accès des handicapés à tous les niveaux. Tous, mettons-la en application. Suivez justement les explications du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Jr. Nous connaissons que l'événement marquant
le mouvement pour l'intégration des handicapés, année ça, c'était vote et promulgation loi sur l'intégration des handicapés. Eh bien, il est important que nous continuions à faire promotion de loi ça pour assurer nous que tout citoyen et citoyenne qui vit dans le pays a un but de prérogative de loi ça et faire effort, faire devoir civique pour y appliquer prérogative ça pour permettre que les handicapés soient capables d'intégrer normalement dans la société. Parce que l'intégration, c'est un droit pour tout le monde. C'est pas l'intégration pas faite sur une base de pitié, une base de charité, une base de bon samaritain, mais la faite sur une base de droits de l'homme. Et également, c'est une opportunité liée pour le pays. Parce que si tout citoyen, toute citoyenne, quelle que soit la condition physique, quelle que soit la condition mentale, quelle que soit la condition intellectuelle, réussit à intégrer dans la société, à participer dans l'activité de la société, à l'école, à travail, et bien, tout le monde est capable de contribuer au développement du pays. Parce que nous-mêmes, là, nous avons assistance, nous n'avons pas assistance purement sur base d'assistanat, mais nous avons assistance pour permettre aux gens d'évoluer, permettre aux gens de gagner autonomie petit à petit. Donc, dans la journée 3 décembre, vraiment, je encourage le public et la population en général, vraiment, et faire des réflexions profondes sur la problématique handicap là et faire effort pour penser pour les handicapés tout. Environ 6 mois après que le Champ de Mars ait été complètement vidé de ses occupants, les travaux de réaménagement ne démarrent toujours pas sur la plus grande place de la capitale. Mais entre-temps, les activités habituelles ont recommencé. Luc Nergaro y a fait un tour. Suivez son reportage. Les tentes, c'est de l'histoire ancienne. Dessalines, Christophe, Toussaint et les autres ne sont plus entourés par le triste quotidien d'une masse de réfugiés vaquant ses activités sans aucune pudeur. Libre, oui, mais le Champ de Mars peine à retrouver son visage d'antan. Depuis 6 mois, les derniers occupants ont quitté l'espace, mais les travaux de réhabilitation n'ont toujours pas démarré, du moins pas concrètement. Car selon le responsable du 16-6, l'ingénieur Clément Bélizer, le programme suit son cours, les études continuent. Parce que nous-mêmes, philosophie par nous, nous prenons le temps qu'il faut pour nous planifier. Là, nous bien planifier, nous pouvons courir à vitesse nous voulons courir. Nous pouvons nous faire études, nous faire des appels d'offres de transport, nous faire tout le de la transparence. Donc, il y a là bientôt, moi, je pense qu'après cette Noël, nous allons commencer le premier élément de travail sur le champ. En attendant de retrouver sa beauté perdue, le Champ de Mars reprend goût à ses anciennes activités. Lieu de tous les rendez-vous, la plus grande place de la capitale n'est jamais vide. Pour ses élèves, il était temps que l'espace se libère. Moi, le président Michel Martelly a fait une belle bagaille pour ça, les retirer. Moi, je suis satisfait, mais pas 100% parce que il y a un pile de travail qui est pour faire toujours. C'est un beau bagage pour tout le monde qui a fréquenté le Champ de Mars. Une situation qui fait aussi l'affaire des marchands et d'autres citoyens qui utilisent l'espace pour gagner leur vie. On était là, notre caravane, mais depuis qu'on sorti, c'est mieux pour nous. Jusqu'à ce que nous sortons en marchandises, nous vendons normalement. Donc, il y a là qui nous allons. Moi, je me sens libre, parce que si je suis là, je vais rouler les canons là. On vient au Champ de Mars pour étudier, débattre de sujets de tout genre, mais également pour voir son amoureux ou tout simplement rencontrer l'âme sœur. Ce n'est pas ce jeune homme qui nous dira le contraire. Champ de Mars a tout le côté bonheur. Je vais faire un contrat avec un petit ange là. On a parlé, bel débat. Pour certains, c'est le soulagement. Les actes de banditisme perpétrés dans l'aire du Champ de Mars ont considérablement diminué depuis la relocalisation des sinistrés du 12 janvier. Mais certains problèmes demeurent et demandent des solutions urgentes. Pendant que partager l'idée là, on va pas prendre un pile bagaille et il y a parfois qu'on a besoin physiologique ou pas faire. L'important c'est de penser avec nous. Pour ça, parce que si nous venons là, quand même, nous avons besoin. Mais qui côté nous aller? Le programme de réhabilitation qui devrait débuter en janvier de cette année pour s'achever en janvier 2014 est financé par le Canada et devait comprendre 3 phases. La relocalisation des sinistrés, la réhabilitation de la zone devant les recevoirs et la restauration du Champ de Mars lui-même. 2014, c'est dans un an. Un peu de patience. Grande première du film documentaire intitulé Gérard Gourgue, l'homme qui aurait pu changer le cours de l'histoire.
Ce documentaire, réalisé par le cinéaste Arnold Antonin, nous fait revivre les élections générales de 1987 à travers le parcours de Gérard Gourgue, candidat représentant le Front national de concertation. De nombreuses personnalités ayant participé au tournage du documentaire étaient présentes lors de cette projection au Vilat. Mettre de l'ordre dans la patrie, faire implanter l'ordre moral pour le respect de la patrie. Gérard Gourgue, enseignant, avocat et militant au sein de la Ligue haïtienne des droits de l'homme. Son action lui a valu le surnom de Monsieur Droit de l'homme, et sous l'ère des Duvalier, c'était bien plus qu'un symbole, à l'heure où l'on se prenait à rêver de démocratie. C'est une pièce maîtresse au pays, la Constitution. Le pays a capable de changer. Eh bien, mon cher, c'est un marraine, c'est le premier fois ça. Ce documentaire poignant d'Arnold Antonin retrace ses années de plomb et, selon le réalisateur, vise à remettre l'histoire sur les rails dans ce pays d'amnésiques. Alors chef de campagne de Gérard Gourgue, Arnold a réussi à nous replonger dans cette époque oubliée à travers son œil de cinéaste humaniste à la recherche d'une certaine vérité. Si les élections du 29 novembre 1987 avaient été remportées, cela aurait permis de débuter un processus de normalisation politique. Après 5 ans, c'est sûr que l'équipe constituée de gens peu expérimentés aurait fait des erreurs, mais le processus aurait été lancé. Il faut bloquer les élections. C'était le mot bloquer. J'ai été étonné quand le général Lanfy a dit constater que face à des hommes, donc l'armée prend charge parce qu'il n'y a plus d'élection. J'ai été comme officier, j'étais major à l'époque, j'ai été étonné. Le ventre du monstre qui enfanta le fascisme est encore fécond. C'est-à-dire que nous devons être toujours vigilants, toujours à l'avant-garde, se méfier des discours, des paroles insensées, comme disait Vincent, ces résonances verbales inutiles, pour comprendre qu'il faut toujours lutter contre la démocratie, qu'il faut lutter pour préserver ce coin de terre afin qu'il ne soit pas vendu à l'encan au plus au fond et dernier enchérisseur, pour que les soi-disant ONG ou les donneurs de leçons ne viennent pas s'infiltrer dans les artères de la République pour faire de cette République une République aliénée, domestiquée, avilée. Et je peux vous dire que moi, j'ai été remué par ce film en voyant la quantité de gens qui ont disparu entre-temps, d'amis, de militants, de combattants. Je les voyais et je me disais, mais ils ne sont plus là. Je regardais autour de Gérard Gourgue les 3 autres candidats, mais ils ne sont plus là. Sylvio Claude et Louis Desjoie et Marc Bazin ne sont plus là. Grégoire Eugène, de Ronceray. Gérard Gourgue, l'homme qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Un documentaire touchant, un retour en arrière pour mieux affronter notre présent et ainsi devenir les maîtres de notre avenir.